Il y a des histoires qui ne devraient jamais être racontées. Des traditions si anciennes qu'on préfère les enfouir dans le silence, comme des cicatrices mal refermées que personne n'ose toucher. Pourtant, chaque ville, chaque village, garde en son sein ce trait que les étrangers ne devinent pas au premier regard. Le mien portait celui des bougies. Je me souviens encore du soir où tout a basculé. J'étais à la station-service, terminant mon service de l'après-midi. Le ciel virait doucement vers l'orange et je comptais les heures qui me séparaient de mon départ pour l'université. 2 semaines encore et je quitterais ce trou perdu. 2 semaines encore et je laisserais derrière moi cette impression d'étouffement, ce poids qui me collait au ventre depuis l'enfance. Mais ce soir-là, les lampes au néon vacillèrent. 1 fois, 2 fois, puis elles s'éteignirent pour de bon. Le magasin s'enfonça dans un silence presque religieux. La seule chose qui subsistait était le ronron agonisant du vieux frigo à boissons qui finit lui aussi par se taire. Quand je sortis dans la rue, la lumière du jour s'éteignait déjà. Et dans les maisons de Main Street, de petites flammes commençaient à éclore derrière les rideaux. Les habitants allumaient leurs bougies. C'était toujours ainsi. Qu'il s'agisse d'une panne de 2 minutes ou d'une nuit entière, les bougies surgissaient aussitôt. Personne ne posait de questions, personne n'expliquait vraiment pourquoi. J'avais grandi avec cette habitude, comme tout le monde. On disait seulement « Quand les lumières s'éteignent, tu dois allumer une bougie pour eux ». Qui étaient eux? On ne le disait jamais. On ne voulait pas le savoir. Je suivais cette règle par réflexe, par habitude, et peut-être aussi par peur, même si je refusais de l'admettre. C'était ma grand-mère surtout, la vraie croyante. Chaque soir de panne, je la voyais fredonner un chant sans mélodie, une sorte de prière rauque et tremblée, pendant qu'elle allumait une à une les petites flammes dans le salon. Ses mains tremblaient, sa voix aussi, mais son regard restait fixé sur l'obscurité au-delà des vitres. Elle disait que c'était pour nous protéger. Moi, je me contentais de l'observer en me demandant si elle y croyait vraiment, ou si croire était simplement plus facile que de poser des questions auxquelles personne n'avait de réponse. Et pourtant, il suffisait d'attendre 1 heure après la coupure pour que toute la rue soit illuminée. Chaque fenêtre, chaque porche, chaque muret de jardin portait sa lueur fragile. Et tout le monde restait enfermé chez soi, attendant en silence que l'électricité revienne. Ce soir-là, alors que je regagnais la maison, mes baskets frappant le trottoir dans une rue déjà dévorée par la nuit, j'eus une étrange impression. Sans les lampadaires, le ciel semblait s'être abattu sur le quartier, et seules les petites flammes, alignées comme des sentinelles, repoussaient l'obscurité. C'était beau, presque magique, si l'on oubliait pourquoi nous le faisions. Avant que je continue l'histoire, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Nuit d'horreur. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans des récits qui glacent le sang, inspirés des traditions les plus sombres. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer la suite. Je pressais le pas, traversant Sycamore Lane. Notre maison était la dernière de la rue, une petite bâtisse un peu fatiguée, avec son crépi bleu pâle qui s'écaillait, et son porche bancal soutenu par 2 piliers qu'un vieux lierre en plastique enserrait comme pour masquer leur fragilité. Grand-ma disait toujours qu'elle aimait être en retrait, loin des regards indiscrets. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire par là. En approchant, je m'attendais à voir sa silhouette habituelle à travers la fenêtre, son corps frêle bercé par le mouvement du vieux rocking chair, les flammes des bougies dansant autour d'elle comme pour l'entourer d'une couronne incandescente, sa bouche laissant échapper ses murmures à peine audibles, ses prières qu'elle seule connaissait. Mais ce soir-là, ce n'était pas ainsi. Je montais les marches 2 à 2. Le bois grinça sous mon poids, la clé tremblait dans ma main, comme si mes doigts refusaient d'obéir. Une fois la porte ouverte, une odeur m'envahit aussitôt. Mélange de cire fondue, de lavande et de vieille poussière. Des dizaines de bougies brillaient déjà sur les étagères et le rebord des fenêtres, projetant leurs ombres tremblotantes sur les murs tapissés de fleurs fanées. Et là, dans son fauteuil, elle était assise. Mais elle ne priait pas. Sa tête reposait de travers sur son épaule, ses yeux grands ouverts fixaient un point invisible au plafond. La lumière des bougies sculptait ses traits, creusant ses rides comme des sillons profonds. Et son souffle, ce souffle irrégulier, râpeux, qui semblait pouvoir s'interrompre à tout instant. « Grand-ma » cria-je en me précipitant vers elle. Je lâchai mon sac à l'entrée et m'accroupis à ses côtés, cherchant son poignet. Sa peau était glacée, humide. Ses paupières restaient obstinément immobiles. Pourtant, sa poitrine se soulevait encore, haletante, fragile. Je restais là,
Un long moment, incapable de parler, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque le tic-tac du vieux réveil posé sur l'étagère. Tout le quartier, au dehors, était plongé dans un silence oppressant. Pas d'un rire d'enfant, pas même le bruit d'un voiturant. C'était comme si le monde entier retenait son souffle. Les services d'urgence, inutiles. Ici, lors des coupures, ils ne venaient jamais. Était-ce une superstition? Était-ce une règle tacite? Je n'en savais rien. Mais je savais une chose, j'étais seul. Alors je fis ce qu'elle aurait fait. Je pris la boîte de bougies encore neuve, posée sur l'étagère. Mes mains tremblaient, mais j'allumais flamme après flamme, pièce après pièce. Dans la cuisine, j'en plaçai une près de l'évier, une autre près du vieux carnet de mots croisé de grand-mât, son crayon encore posé en travers de la grille, comme si elle venait de s'interrompre. Dans le couloir, je déposai une bougie trapue au-dessus du meuble à chaussures, son éclat orangé allongeant les ombres sur les murs défraîchis. Chaque mèche allumée me donnait l'illusion de faire quelque chose pour la protéger. Chaque lueur supplémentaire me rassurait à peine, comme si je croyais vraiment que ces flammes fragiles étaient capables de tenir les ténèbres à distance. À plusieurs reprises, je m'arrêtais pour écouter son souffle, toujours faible, mais présent. Alors je chuchotais les mêmes mots qu'elle m'avait appris quand j'étais enfant, des mots sans sens précis, mais qui ce soir-là me semblaient essentiels. Protège-la, éloigne-les, fais revenir le soleil. Quand j'en vins à la dernière bougie, posée sur le rebord de la fenêtre du salon, je sentis mon cœur s'arrêter. Car dehors, à la limite du jardin, là où la lumière des flammes cessait d'éclairer, quelqu'un se tenait immobile. Une silhouette de femme. Elle portait une robe de coton clair, dont le rhum frôlait ses chevilles. Et même depuis ma position, je vis son sourire. Mon sang se glaça, car ce faisage, c'était le sien, celui de grand-mât. La femme leva lentement la main. Ses doigts se replièrent doucement, m'invitant d'un geste à la rejoindre, à quitter la maison et franchir la frontière fragile des flammes. Je reculai aussitôt, trébuchant presque sur le tapis. Mon téléphone. Je sortis mon portable à la hâte. Pas de réseau, même pas une barre. J'essayai encore, comme si appuyer plus fort sur l'écran pouvait forcer un miracle. Rien, seulement le bleu froid d'un écran inutile. Je me retournai alors vers le fauteuil. Vide. La porte d'entrée, grande ouverte, grinçait sur la brise. Les bougies du seuil venaient de s'éteindre, laissant échapper leur volute grise vers la nuit. « Grand-mât » appelai-je, ma voix brisée par la panique. Dehors, le silence me répondit, mais au loin, dans la rue, je vis des ombres, hautes, élancées. Elles ne bougeaient pas, mais je sentais leur regard, glacial, comme des aiguilles plantées dans ma peau. Une voisine écartait un rideau de dentelle, croisa mon regard, puis referma brusquement. Personne ne voulait aider, personne n'osait. Je me souvenais alors d'un avertissement. Ces mots que grand-mât répétait encore et encore lors des orages quand les lumières vacillaient. « Ne sors jamais sans une bougie. Tant que tu portes la flamme, ils ne peuvent pas te voir. » Je baissai les yeux. Mes mains étaient vides et moi j'étais dehors. Je franchis le seuil du porche, pieds nus sur l'herbe froide et humide. Le souffle court, je balayais le jardin du regard, espérant un signe, un indice, n'importe quoi. Mais seules les ombres au bout de la rue restaient là, immobiles, dressées comme de sinistres statues. Chaque pas me donnait l'impression de m'arracher un peu plus à la sécurité fragile des flammes derrière moi. L'air avait une lourdeur particulière, presque électrique, comme si la nuit elle-même guettait chacun de mes mouvements. Puis je vis quelque chose, juste au bord du potager. Un éclat métallique, discret, à moitié enfoui sous les herbes folles. Je m'avançais, le cœur battant dans mes tempes. C'était un chandelier en laiton, celui des grandes mâts, son vieux porte-bougie qu'elle ne quittait jamais. La cire encore chaude y formait des perles figées, et une odeur de lavande persistait comme une caresse fantomatique. Je m'agenouillais et posais la main dessus. La cire était tiède. Elle était passée par là, récemment, trop récemment. Les larmes me montèrent aux yeux. Jamais elle n'aurait laissé cette bougie s'éteindre volontairement. Pas elle. Pas après toutes ces années à me répéter que la flamme devait vivre jusqu'au lever du soleil. Je serrais le chandelier contre ma poitrine, comme si son poids pouvait me protéger. Mais c'est à ce moment-là que je les vis. Au-delà des clôtures, au-delà des champs, dans l'obscurité de la lisière, des centaines de petites lueurs parsemaient les bois.
des points lumineux, immobiles, disposés à différentes hauteurs. Certains bas, presque au ras du sol. D'autres suspendus, flottant comme des étoiles égarées dans les branches. Mais ce n'étaient pas des lucioles. Non. Ces lumières restaient fixes, parfaitement alignées, comme si une armée invisible tenait sa position entre les troncs. Et à mesure que je plissais les yeux, j'apercevais des contours, des silhouettes. Elles portaient ces flammes en elles, des corps pâles, aux visages lisses et sans traits. Leurs formes se brouillaient comme des images mal gravées dans la nuit, mais dans leur poitrine brûlait une lueur, une petite flamme claire sans tremblement, une flamme qui n'était pas humaine. Mes tripes se nouèrent, mon souffle se bloqua. Et soudain, tout s'éclaira. Ces bougies que nous allumions depuis toujours, elles n'étaient pas des barrières, pas des protections, pas une façon de repousser l'invisible. Elles étaient des phares, des guides pour ces choses qui rôdaient dans l'obscurité, des repères pour les aider à traverser nos rues sans s'arrêter. Les flammes étaient des balises, leur disant « Continuez, ne vous arrêtez pas ici ». Grand'ma me l'avait murmuré autrefois, alors que je n'étais qu'un enfant trop distrait pour comprendre. Ils ont besoin de lumière pour trouver leur chemin. Si tu ne leur donnes pas, ils chercheront ailleurs. Je me sentis vaciller. Tout ce que j'avais cru savoir s'effondrait. Si nous cessions d'allumer les bougies, alors ces choses viendraient chercher un autre éclat, une autre chaleur, un autre être vivant. Et cette nuit-là, le seul éclat, c'était moi. Mes mains tremblaient autour du chandelier. Une nausée monta le long de ma gorge. Je sentais chaque instinct me hurler de fuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. Alors, un bruissement parcourut les bois. Les lumières bougèrent, lentement, très lentement. Les silhouettes s'écartèrent, comme pour m'ouvrir un passage. Et au centre de cette trouée, je la vis. Grand'ma. Elle se tenait debout, pieds nus sur la terre sombre, vêtue de sa chemise de nuit blanche qui ondulait sous le vent. Ses bras pendaient le long de son corps, inerte. Son visage figé, ses yeux ouverts, vitreux, regardant droit devant. Et derrière elle, une ombre se détacha. Une chose plus grande que les autres. Sa présence avalait la lumière autour de lui. Il était là, massif, mouvant, comme une silhouette qui refusait de rester stable, se recomposant à chaque seconde. Son bras surgit de la pénombre, long, osseux, ses doigts démesurés recouverts d'une peau grise, tendue comme un parchemin. Il tendit la main, paume ouverte, vers moi. Je compris immédiatement ce qu'il voulait. Il voulait ma flamme, un échange, ma lumière contre le retour de Grand'ma. Je sentis mes mains blanchir sur le chandelier. Si je cédais, je n'avais plus rien pour me protéger. Sans cette bougie, je ne serais plus qu'une proie, un souffle chaud et vivant au milieu d'une armée de spectres affamés. Mais si je résistais, je la perdais à jamais. Le souffle court, j'avançais d'un pas. Mon bras tremblait comme jamais. J'avais l'impression que mes os allaient se briser sous la pression. Pourtant, je tendis le chandelier. La main osseuse se referma dessus. Sa peau craqua dans un bruit sec, comme une branche gelée qui éclate sous la pression. Et au même instant, la nuit fondit sur moi. Un froid brutal me transperça, comme si des milliers d'aiguilles me lacéraient la peau. L'ombre se rua, m'enveloppant d'un frisson de mort. Je n'eus que le réflexe de tendre ma main vers Grand'ma, d'agripper son poignet fragile et de tirer de toutes mes forces. Un souffle, un sursaut. Elle cligna des yeux. Son regard se vida de son voile, juste assez pour me voir. Et alors, l'enfer se déchaîna. Les silhouettes s'effondrèrent sur moi.
Leurs mains glacées griffèrent mes armes, mon dos, ma nuque. Elles me lacéraient, m'arrachant des lambeaux de tissu, cherchant la chaleur de ma chair. J'hurlais. Mais je tirais Grande Mort du cercle. Ses jambes tremblaient, ses pas saccadaient, mais je la forçais à courir, à trébucher, à avancer. Nous fonçâmes à travers la forêt. Les branches fouettaient mon visage, les racines m'attrapaient les pieds. Les cris silencieux des ombres nous poursuivaient, comme des lames de vent glacé me lacérant le dos. Et devant nous, au loin, une lueur. La maison. Les flammes, toujours là derrière les fenêtres, fragiles, mais vivantes. Si tu veux connaître la suite, abonne-toi à Nuit d'horreur dès maintenant. Car ce qui nous attend en approchant de la maison dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer la fin. Je titubais à travers les arbres, traînant Grande Ma contre moi. Sa respiration haletante se mêlait à mes propres cris étouffés. Chaque pas était une lutte, chaque seconde un supplice. Les ombres se pressaient derrière nous, leurs doigts glacés effleurant ma nuque, me griffant les épaules. Puis, d'un bond, nous jaillîmes hors de la forêt. La maison était là, dressée devant nous, les flammes des bougies vacillantes sur les rebords des fenêtres, une lueur fragile mais suffisante pour me donner une étincelle d'espoir. « Tiens bon, Grande Ma, encore un pas, juste un pas !» soufflai-je, la gorge brûlante. Mais ses jambes se dérobèrent. Elle s'effondra à genoux, son corps frêle secoué de tremblements. Ses yeux embués de larmes cherchaient les miens. « Laisse-moi » murmura-t-elle dans un souffle presque inaudible. « Cours, tu dois courir. »« Jamais !» hurlai-je, resserrant mon étreinte. « Je ne t'abandonne pas !» Les ombres déferlaient déjà sur la pelouse. Une marée noire crampante à une vitesse inhumaine. Elles encerclaient notre jardin prêtes à nous happer. Leurs doigts s'étiraient, se tordaient, cherchant nos chevilles, nos bras, nos visages. Alors, une porte claqua au loin. « Ici !» C'était la voix de Mr. Paris, notre vieux voisin. Il se tenait sur son porche, silhouette voûtée, brandissant 2 énormes bougies, des piliers épais aux flammes hautes et stables, qui brillaient comme des épées de lumière dans la nuit. Il leva un bras tremblant. « Prends-les, vite !» Sans réfléchir, je lâchai un instant Grande Ma pour foncer vers lui. Mes doigts arrachèrent les chandelles de ses mains tremblantes. Je courus aussitôt vers elle, lui en tendant une. Le temps semblait s'être figé. Les ombres étaient à quelques centimètres seulement. Leurs visages centraient déjà penchés vers nous. La flamme toucha enfin les doigts de Grande Ma. Un souffle violent balaya la pelouse. Les silhouettes reculèrent dans un cri muet, se disloquant comme si la lumière brûlait leur substance même. Leurs corps s'effondrèrent, se repliant sur eux-mêmes, se dissolvant en volutes de fumée noire, aspirés par la nuit. Il ne resta rien. Rien qu'un silence glacial. Je serrai la bougie contre moi, sentant sa chaleur pénétrer mes doigts engourdis. Grande Mare, haletante, se blottit contre mon épaule. Ses bras étaient marqués de griffures violacées, ses mains couvertes de cicatrices fines. J'essuyai doucement son front avec un linge humide. Ses yeux papillotaient de fatigue, mais un sourire se dessinait, fragile, reconnaissant. « Merci », souffla-t-elle dans un souffle presque inaudible. « Merci de m'avoir ramené. » Sa voix était rauque, mais vivante. Et moi, incapable de retenir mes larmes, je pressai sa main contre la mienne. « Repose-toi, Grande Ma. Tu es en sécurité maintenant. » Dans toute la maison, les bougies continuaient de brûler. Leur lumière vacillait, obstinée, comme si elle refusait de s'éteindre malgré le retour du courant. Je me levai, pris une dernière chandelle et la posai sur le rebord de la fenêtre. Le soleil se levait déjà au loin, inondant le ciel de couleur pâle, pourtant je la laissai brûler. Car je savais désormais ce que signifiait cette flamme. Elle n'était pas seulement un souvenir, elle était un avertissement. Au loin,
Dans la lisière encore sombre des bois, les ombres semblaient ramper toujours, tapies, patientes, et je compris que nous n'avions gagné qu'un sursis. La prochaine coupure viendrait, et avec elle, eux. Alors, avant de quitter la pièce, je chuchotai les mêmes mots que Grande-Ma m'avait appris. « Protège-la, éloigne-les, fais revenir le soleil. » Et je fermai les yeux, le cœur serré, en sachant que cette prière ne nous sauverait pas éternellement. Si cette histoire t'a glacé le sang, alors abonne-toi dès maintenant à Nuit d'horreur. D'autres récits tout aussi terrifiants t'attendent, et la prochaine fois, qui sait, peut-être que ce sera toi, à ta fenêtre, avec une bougie dans la main.